On le retrouve à la vérité dans la plupart des mouvements qui, à partir de 1939, tentent d'articuler une expression et une énonciation du nationalisme camerounais. Il milite dans la Djekafra, lancée en 1939 par le haut-commissaire français Richard Bruneau, dans le but de proclamer l'hostilité du Cameroun à un éventuel retour sous la domination allemande. En 1947, il prend part à la création du RACAM, mouvement qui s'assigne comme but de travailler à la constitution future de l'État camerounais au travers de la revendication d'une application loyale de la Charte des Nations Unies et des accords de tutelle. C'est au titre de secrétaire général de l'USCC qu'il se rend au premier congrès du Rassemblement démocratique africain à Abidjan en 1947. Il y est élu vice-président de retour au Cameroun. Il réfléchit à la création d'une section du RDA au Cameroun. Cette idée prend corps le 10 avril 1948 lorsque l'Union des populations du Cameroun voit le jour. Après la direction brève de Léonard Bouli, affecté dans des centres de brousse, Nyobé en devient le secrétaire général régulièrement réélu jusqu'à son assassinat le 13 septembre 1958. Homme d'action, il fut un voyageur intrépide. Il sillonnait le Cameroun, se déplaçant de village en village et dans les centres urbains, à pied, en train ou juché sur un camion. Il se déplaça régulièrement hors du territoire, à Paris et aux Nations Unies. Il porta, dans cette dernière enceinte, la voix de son parti et de nombreuses autres organisations populaires, partageant les idéaux de l'indépendance et de la réunification du Cameroun en 1952, en 1953 et 1954. Il publia de nombreux écrits, tracts, articles de presse, brochures, tests politiques, réflexions théologiques et juridiques. En mai 1955, des émeutes d'une grande ampleur eurent lieu en plusieurs endroits du territoire. Un mandat d'arrêt est lancé contre les principaux dirigeants de l'UPC. Certains se réfugient hors du territoire pendant que Nyobé gagne le maquis dans la forêt en pays Bassa, où il sera assassiné le 13 septembre 1958 par les troupes coloniales françaises. Les puissances coloniales ne furent pas seules à s'opposer à l'idée d'indépendance et de réunification du Cameroun. Elles s'appuyèrent sur des hommes et des groupes indigènes pour exacerber les conflits surgis dans la perspective d'une démission des autorités face à l'entreprise coloniale initiée quelques décades plus tôt. Homme intelligent, de l'avis même des autorités administratives de l'époque, Nyobé décida d'abandonner une carrière paisible et de se compromettre dès 1947 dans un combat risqué au terme duquel il allait perdre sa vie, mais en la justice duquel il crut dès le départ. Il ne semble pas exagéré d'affirmer qu'il perçut la lutte pour l'indépendance comme relevant avant tout d'une question de droit et de justice. Voilà pourquoi sa prédication politique, au cours des 10 années d'engagement qu'il vécut, prit de manière préférentielle les contours d'une immense protestation morale. À partir de 1947, une note de la police qui trouva en lui un homme intelligent, cherchant à acquérir par lui-même une culture supérieure, juge néanmoins qu'il constitue un élément dangereux dont il importe de suivre de près les activités. Deux étapes principales marquèrent l'engagement de Nyobé dans la lutte pour l'indépendance. D'une part, l'étape de la légalité coloniale.
et d'autre part celle du maquis. La question de savoir si le Cameroun allait devenir indépendant souleva une vaste controverse dans le pays dès 1948. L'indépendance du Cameroun, affirmait Bissek Guillaume, dirigeant du parti ESSOCAM, est une vérité qui ne trouve son fondement que dans la cervelle sans logique du sieur Oumniobé, ennemi mortel de notre évolution, ogre upéciste, représentant les intérêts communistes au Cameroun, maître chanteur dont le père était un monstre, un sorcier panthère qui fut tué car il avait aussi tué beaucoup de ses frères dans la forêt. Au cœur de la lutte dans le maquis, il fut affirmé que Oumniobé, s'il n'a pas revêtu la peau d'une bête, est devenu un génie du mal qui vit dans la brousse comme une bête sauvage et fait tuer beaucoup de ses frères. Homme de mauvais cœur qui ne veut pas mourir seul, criminel pris pour un prophète, appelant à l'anarchie et au meurtre. Il s'est servi, disait-on alors, d'un appât alléchant, celui de la guerre sainte, pour la libération nationale. L'on conclut qu'il n'était qu'un Dieu qui s'est trompé. Dans un article paru dans la presse du Cameroun à l'époque, Iweye Kalalob s'écrie « Tu nous as donné le désespoir et la désolation. Tu t'étais pris pour un prophète et tu te déifiais aux yeux d'une masse fanatisée. Dieu ne se trompe pas, mais les dieux terrestres se trompent toujours. C'est ce qui t'est arrivé. Oh, quel affreux drame doit se jouer en toi, maintenant que tu n'es plus qu'un pauvre Dieu des ténèbres, errant à travers les lianes indifférentes de la forêt vierge. Comment pourras-tu sortir de l'ombre et justifier ton crime, ta faute devant ceux-là même qui crurent follement en toi? Que diras-tu maintenant devant la catastrophe que tu as pensée, organisée, alimentée? Ton entêtement monstrueux t'a conduit à ta perte. Quelques mois plus tard, quand une patrouille rentrant de brousse invite les habitants de la localité à venir identifier, parmi les corps traînés sur le sol, ceux de Ruben Oumniobé et de Pierre Yembak, les hommes et les femmes retranchés dans la forêt et ceux parqués dans les forêts fortifiées, s'ouvrent à une réalité que sous le coup de l'émotion, ils n'acceptent pas. Parmi les cris, les pleurs et les lamentations qui accompagnent la dépouille de Podol, au cimetière de la mission presbytérienne de Séka, le même auteur signalé ci-dessus poursuit. Le Dieu qui s'était trompé est mort l'autre jour, ou l'autre nuit, je n'en sais rien, d'une mort sans gloire. Il méritait un autre sort que celui-là. Non pas parce que sa théorie de l'indépendance était plus valable que d'autres, mais parce qu'il a pu et voulu rester fidèle à un idéal pas trop rigide, peut-être, mais valable. Il aurait pu s'évader comme les autres et aller fanfaronner au Caire ou à Khartoum. Il a au contraire choisi la sordide solution de vivre dans un maquis sans issue, par fierté. À un moment donné, on a cru qu'il se rallierait au bon sens des vrais nationalistes, qu'ils ne veulent pas les effusions de sang inutiles. Ça aurait été pour lui un superbe et noble revirement au service du pays, car sa marquante personnalité n'avait rien à perdre dans cette nouvelle attitude, digne d'un patriote conscient des vrais intérêts du peuple face à la démagogie. On se demande pour quelle raison il n'a pas daigné saisir cette occasion. Il avait pourtant tout en main pour réaliser avec la France une entente cordiale et concrète entre nos deux pays. On a beau vouloir ne pas être iconoclaste, mais il y a des images qu'il convient de briser pour voir clair dans la nuit de notre devenir. Les briser, ces images, cela veut dire leur faire changer d'opinion et non pas les abattre vulgairement au cours d'une patrouille. À mon avis, j'aurais préféré qu'à la mitraille, la France engage le vrai dialogue avec cet homme.
Ce n'aurait pas été une faiblesse de sa part, bien au contraire. Seulement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'homme était trop infatueux de tuer lui-même et s'est refusé à tout vrai dialogue. Il ne fait nul doute qu'on entendait comme mot d'ordre pour liquider un dilemme qui n'avait que trop duré. On peut cependant se demander si c'est cela l'ordre. On liquide les hommes, mais on ne liquide pas facilement une opinion. Ce grand mort, selon l'expression de H, de Giulio, qui ne fit partie d'aucune assemblée et dont on fit contester l'apparition devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies en 1952, trouva sa gloire dans la compromission avec les gens humbles de son pays. Il défendit leurs droits et dignité face aux autorités de son temps, prit résolument position entre la spoliation de leurs terres. Des foules gigantesques le suivirent à chacun de ses retours des Nations unies. On vint de loin pour le voir et l'écouter. Son nom se répandit dans les villes et les villages. Il fut haï mortellement, mais aussi glorifié de son vivant. Ses adversaires l'accusèrent d'être communiste. Ses amis le défendirent. L'administration coloniale et les forces armées qui l'abattirent reconnurent en lui un homme honnête. L'on s'attarda à reconnaître en lui un chef valable. Dans les quartiers populaires de Newbell en 1956 et dans les maquis et les villages fortifiés, les enfants apprennent à chanter les louanges du maquisard devenu le héros de légende et le martyr de l'indépendance. Il ne se fait pas acheter, même à prix d'or, disait-on alors. C'est une énigme pour les puissants. Voilà pourquoi on lui donna le nom de Mpodol, celui qui porte la voix d'eux, traduit les choix d'eux, défend la cause d'eux.